s'exprimer sur ce sujet, la doctoresse, oui, je dis doctoresse, je vous encourage à le dire aussi, Leïla Chouachi. Merci beaucoup. Elle a un CV extrêmement long, si ça peut bien s'afficher. Donc je te laisse te présenter. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment honorée d'être là. Effectivement, je suis le docteur Leïla Chouachi, je suis une pharmacienne au centre d'addictovigilance de Paris. Je suis experte nationale auprès de l'Agence du médicament sur l'enquête nationale soumission chimique et j'ai fondé le TRAPS pile, et je ne mens pas, le 15 octobre dernier. Vraiment, on a un an, on a des 40 et pas. Ça tombe vite, quoi. Et donc, c'est ce fameux centre de référence. Le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, donc on l'a fondé le 15 octobre 2024. Donc on peut s'accélérer aussi. En fait, la première chose que qu'il faudrait revoir avec vous, c'est un peu la chronologie de cette libération de la parole qui était extrêmement vertueuse sur les agressions facilitées par les substances. Donc d'abord, on a eu l'hashtag Balance Combat en automne 2021 qui a justement vu le jour en Belgique et qui s'est propagé comme une onde de choc sur différents territoires européens et particulièrement en France. En France, il va y avoir un autre écho qui va toucher la sphère privée, puisque Caroline Darian, la fille de Gisèle Pélicot, va sortir son livre, va publier son livre donc déjà en 2022 sur Et j'ai cessé de taper papa, en faisant le projecteur sur les violences intrafamiliales. Va naître également son mouvement en avril-mai 2023, le fameux hashtag Pandorpa, qu'on va tout de suite soutenir. Et puis, on se retrouve le 14 novembre 2023 avec une affaire qui met en cause un sénateur, donc accusé d'avoir drogué une députée à son insu. Et donc, on se rend compte assez rapidement, par contagion mimétique, que la soumission chimique, les agressions facilitées par les substances, c'est effectivement dans l'espace festif, ce qu'il ne faut pas nier, mais c'est aussi à la maison, dans la famille et dans la sphère professionnelle, et ce jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc il va y avoir tout de même un tournant avec la levée du huis clos avec Gisèle Pélicot, qui a eu ce formidable courage, où là on va vraiment avoir une internationalisation de la problématique. On n'aura jamais eu autant de demandes du New York Times, de l'Australie, de partout. Tous les regards étaient sur la France, avec en plus cette question qui reste au centre, c'est comment justifier l'errance de cette femme pendant 10 ans, alors même que des symptômes ont alerté sur une altération au moins de sa santé, puisqu'elle ne pouvait pas savoir que des violences étaient commises. Pour autant, elle pensait bien qu'elle perdait la mémoire, que quelque chose n'allait pas, et elle a consulté des médecins et des neurologues. Et elle s'est retrouvée dans une situation avec une impossibilité de poser le bon diagnostic. Donc nous, effectivement, cette libération de la parole a eu un impact sur nos données de santé publique. Le Centre d'addictovigilance de Paris est coordonnateur de l'enquête nationale soumission chimique depuis 20 ans. C'est le CRAPS qui a un an, le Centre d'addictovigilance en avant. Et effectivement, vous voyez déjà depuis MeToo en 2017, les signalements de santé publique amorcer une tendance à l'augmentation, et puis vraiment il y a un emballement des signaux à partir du hashtag Balance Combat en 2021. Donc on a dû mettre en place un plan d'urgence et un plan de gestion de crise au Centre d'addictovigilance de Paris. Donc moi j'aimerais surtout vous poser le diagnostic en quelque sorte de cette gestion de crise, puisque honnêtement tout ce qui a été dit avant c'est exactement ce que j'aurais pu vous présenter. Les chiffres du collectif Nice contre le viol sont les mêmes que les nôtres à quelques pourcentages près, et ce n'est pas un scoop ce que je vous dis, parce que ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la soumission chimique comme la vulnérabilité chimique, c'est strictement un mode opératoire des violences. Il n'y a pas de phénomène de soumission chimique ou de phénomène de vulnérabilité chimique. Vous avez les violences, ça c'est un phénomène, et dedans vous avez les agressions facilitées par les substances qui se déclinent en deux sous-modes opératoires, soumission ou vulnérabilité. Je vous dis ça parce qu'à chaque fois on nous explique qu'on a tous les clichés qu'on combat sur le viol qui se métamorphose quand il s'agit de soumission chimique. Pourquoi vous voulez que d'une opération de Saint-Esprit, d'un coup quand ça concerne la soumission chimique, les stades devraient être différentes? Elles sont sensiblement les mêmes, donc j'ai rien à vous apprendre en dehors de ce que vous connaissez déjà. Donc des chiffres du collectif Nice contre le viol sont très bons. Ensuite, pour reprendre le diagnostic, donc plus précisément, on s'est surtout rendu compte pendant la libération de la parole de l'étendue des idées reçues sur les agressions facilitées par les substances. Alors, les idées reçues, ça va encore, parce que ce sont des notions partielles, mais il y a un fond de vérité. C'est
majoritairement des femmes, majoritairement des violences sexuelles, majoritairement, ça n'est pas le cas des personnes connues, en général c'est cliché, mais en tout cas on a quand même des tendances plutôt réelles, carrément réelles, mais partielles, on n'a pas tout le tableau. En revanche, beaucoup plus problématique que les idées reçues, on a surtout les fake news. Et là, c'est du pur poison. En roue libre sur les réseaux sociaux, dans le Far West des réseaux sociaux, on entendait vraiment des erreurs scientifiques qui n'ont aucun fondement sur la capacité de savoir, par exemple, que son verre a été volé à son insu, alors qu'on sait très bien que les agresseurs utilisent des substances inodores, incolores, solubles dans l'eau, amnésiants, et j'en passe. Donc j'ai envie de vous dire, si vous en êtes aperçu, c'est qu'il a raté son coup. Donc, mais en tout cas, à aucun moment, vous n'êtes en mesure de vous en apercevoir de vous-même et c'est extrêmement culpabilisant. Ah, les bandelettes, j'aime pas ça. On va peut-être en parler également. Mais en tout cas, ça, c'est des idées reçues et des fake news, complètement avec l'absence d'une plateforme qui permettait d'avoir des informations fiables sur ce sujet. Ensuite, on avait bien sûr une demande croissante de prise en charge parce qu'au-delà de l'intérêt théorique pour la problématique, Scoop, il y a des victimes. Donc elles demandent à être prises en charge et là elles se sont heurtées à un défaut de prise en charge majeur parce qu'il y avait une méconnaissance du circuit de prise en charge des victimes de soumission chimique en particulier. Elles se sont heurtées à une différence de maillage territorial extrêmement important qui fait qu'on ne pouvait même pas donner une recette appliquée générique partout, aller aux urgences. Non, vous serez dans l'impasse si vous envoyez toutes les victimes aux urgences. Elles ne seront pas prises en charge, contrairement à ce qu'on a pu entendre parler dans d'autres plans gouvernementaux avant. Je pense notamment au plan anti-GHB, qui n'aurait jamais dû s'appeler comme ça. Mais en tout cas, c'est mon opinion. Et puis, vous avez bien sûr un défaut aussi de formation des professionnels, c'est-à-dire quand les victimes ont poussé la porte intuitivement aux urgences, auprès du médecin, etc., ils n'ont pas forcément eu la réponse escomptée. Et donc, au-delà de ça, il y a au-delà du défaut de formation, donc on a également dans les centres d'écoute, on avait un trou dans la raquette, c'est qu'il y avait d'un côté en fait, des dispositifs qui étaient en capacité de très bien connaître les drogues, mais ça n'a rien à voir avec les violences, on parle d'usage volontaire, récréatif, etc., qui ne répondent pas, qui ne sont absolument pas formés ni compétents pour répondre aux violences. Il peut même y avoir une forme de complaisance dans certaines situations sur les violences. Et de l'autre côté, des dispositifs de lutte contre les violences qui sont très performants, mais qui pour autant nécessitent aussi de monter en compétence sur les substances, leur administration et surtout leur usage criminel, qui n'a rien à voir avec l'usage en commun. C'est une science forensique, c'est une science criminalistique. Donc, évidemment, dans tout ça, on avait en plus un parcours de prise en charge qui est strictement conditionné au dépôt de plainte. Quand je dis strictement, je parle bien pour les analyses toxicologiques en l'occurrence, ce qui est très problématique puisque c'est pas à vous que je vais apprendre que les victimes, la plupart du temps, ne souhaitent pas déposer plainte d'emblée. Maintenant, j'apprends à dire d'emblée, parce qu'on a une manière de s'en laver les mains quand on dit qu'elle ne veut pas déposer plainte. C'est pas elle qui a fait ce qu'il fallait faire, donc je n'ai plus rien à faire. Mais on est censé conserver les preuves, même si elle décide de ne pas déposer plainte, parce que si elle décide de le faire dans une semaine, dans un mois, dans 3 ans, il faudrait qu'on soit encore là pour elle. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on retrouve. Un parcours qui est conditionné par le dépôt de plainte, alors même que tous les freins au dépôt de plainte, vous les connaissez, donc je n'ai pas l'offense de vous les énumérer, mais entre autres, vous l'avez rappelé, j'insiste là-dessus, cette culpabilité d'avoir consommé soi-même des substances, parce que bien sûr, pour les victimes, on a aussi le portrait idéal de la victime. Elle doit être gentille, rentrer pas trop tard le soir, ne pas porter trop court et j'en passe. C'est encore des études qui existent. Alors imaginez si en plus elle exagère de substances, voire de substances illicites, et que en quelque sorte ça ne se respecte pas. Je peux vous dire que dans l'imaginaire collectif, ça c'est quelque chose qui est très présent, la stigmatisation des femmes usagères, l'alcool aussi, pas besoin d'aller dans les drogues illicites, et que chez nous, je peux vous assurer que le viol des femmes qui ont des troubles d'usage de substances, et notamment qui sont alcoolodépendantes, c'est open bar. Donc elles sont violées, et reviolées, avec parfois des actes qui franchement s'apparentent à la torture, à la barbarie, notamment en la forçant à boire, même quand elle est au maximum de sa boisson. Donc il faut des interlocuteurs aussi qui ne stigmatisent pas les usagères. L'amnésie, on en a parlé, la culpabilité, on en a parlé, qui sont extrêmement présentes de façon générale, la peur de ne pas être crue, et là-dessus j'insiste, vous savez, elles ont peur de ne pas être crues par tout le monde. Donc, parce qu'on nous bassine souvent qu'elles ont peur de parler à la police, croyez-moi, vous le savez, elles ont aussi peur de parler à leurs parents, à leurs conjoints, à leurs amis, à leurs patrons, à leurs collègues, et même aux soignants. Donc je pense que c'est important de le poser ici, je vais avoir ça en mémoire. Ce qui est important à considérer, c'est que non seulement elles ne sont pas prises en charge en circuit judiciaire en tant que tel, donc par tout ce que vous pouvez imaginer, y compris par les classements sensibles, mais elles
elles n'ont pas, et ça c'est notre bilan nous en tant que soignants, elles n'ont pas davantage recours aux dispositifs d'aide et d'accompagnement. Donc le tableau il est infiniment plus sombre que celui qu'on dépeint dans la presse, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à des victimes qui n'ont pas juste de réparation judiciaire comme on aime le dire, c'est des victimes qui sont isolées, totalement isolées. Donc quand on est isolé, on est à la recherche de preuves privées. Je ne vous ai pas diffusé une photo que j'aurais voulu vous diffuser justement sur une victime qui a fait des prélèvements de cheveux par elle-même avec un professionnel qui n'était pas formé, c'est fait de la mutilation entièrement, le médecin a fait ça au scalpel, donc ça a été une catastrophe. Et je ne fais que vous citer, et encore c'est le seul médecin qui a accepté de la prendre en charge quand tout le monde l'a envoyé bouler, donc ce médecin a mal vécu le prélèvement lui-même, mais effectivement c'est important de le dire parce que ça a été vécu comme un traumatisme, une si triste maladie Diane. Diane m'a dit, je me suis sentie comme ces femmes qui ont couché avec les Allemands pendant la guerre, violées puis rasées. Donc ça ne peut pas être des conditions de prélèvement, etc. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que les victimes sont à la recherche de preuves privées. On arrête avec ça, qu'elles aient déposé plainte ou non. Parce que quand même vous déposez plainte, que vous n'aurez pas les éléments de preuve, que vous n'accédez pas aux analyses toxicologiques, que votre avocat va vous dire à un moment donné, si vous voulez que ça ne soit pas classé sans suite, il va falloir faire des analyses par vous-même. Et donc la recherche de la preuve, ça concerne tout le monde, y compris ceux qui s'insèrent dans le parcours judiciaire. Et donc le résultat de tout ça, c'est l'errance. L'errance, c'est la hantise du soignant. Donc l'errance, vous le savez, c'est un impact multidimensionnel. Elle se renvoie la balle est au centre, et ça c'est la victime qui est dépourvue en incapacité d'être prise en charge. C'est une répercussion sur sa santé physique, sur sa santé mentale, des répercussions socio-professionnelles, économiques. Donc c'est ça, le coût des violences, c'est pas 1100 € pour le soin aiguë, mais 1200 € pour les cheveux. Donc ce qui coûte, c'est les violences et le prix de l'errance. Vous l'avez dit tout à l'heure, et je vous rappelle évidemment que la santé est un investissement et apporter des réponses aux victimes est un investissement pour leur santé. Donc pour nous, c'est évident qu'il faut rompre l'isolement des victimes et aussi des professionnels. Je vous ai parlé de ce prélèvement au scalpel, ça a été mal vécu par les deux. Donc, parce qu'il ne faut pas croire, mais au CRAFS comme ailleurs, j'imagine, on essuie les larmes des victimes, mais aussi les larmes des professionnels. Donc ça, je pense qu'il faut quand même le rappeler. On a aussi des moments très mal vécus par les professionnels eux-mêmes, et c'est pas rien de le dire. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à fonder le CRAFS. Donc ça, c'est un dispositif d'orientation et justement de conseils d'information pour les victimes. Donc comment ça se présente concrètement? C'est une plateforme en ligne, www.lecraps.com, et il y a 3 portes d'entrée en quelque sorte. Les victimes peuvent nous appeler. Et donc, dans le cadre d'un téléconseil personnalisé, elles peuvent nous écrire. Dans ce cas-là, elles décident ou non si elles sont d'accord pour qu'on les rappelle. Si elles souhaitent qu'on les rappelle, parce que la parole peut être plus simple à l'écrit au départ et puis ensuite d'être attendue qu'on connaisse leur histoire. Dans ce cas-là, on les rappelle. Si elles décident qu'elles ne souhaitent pas nous avoir au téléphone, on le respecte. Et dans ce cas-là, on les invite, elles, à nous rappeler quand elles sentent qu'elles ont envie d'en discuter. Donc, on les invite à rester auprès d'elles. Et puis, si elles souhaitent ni nous appeler ni nous écrire, c'est encore leur droit. Donc elles peuvent directement accéder au circuit de prise en charge. Alors actuellement, le seul qui est organisé sur le territoire national, c'est celui de la plainte. Donc le circuit est encore assez pauvre, mais le but c'est qu'on puisse l'améliorer au fur et à mesure, et notamment au regard des conclusions de la mission du rapport du gouvernement qui vient d'être rendu le 12 mai, qui vient d'être rendu, c'est pas facile, mais le 12 mai 2025. Donc derrière le téléphone, on est toutes des femmes. Ce n'est pas notre seule qualité. On a aussi des messieurs chez nous qui sont formidables, mais pas derrière le téléphone. Donc, ils sont au secrétariat. C'est vrai, il s'appelle Stéphane, il est formidable. Donc, exactement, c'est fini. Est-ce que vous avez une adresse? Oui, une adresse, c'est là, c'est le QR code qu'il faut flasher, mais sinon, c'est www.lecraps.com. Juste à la diapositive suivante. Donc, derrière, nous sommes toutes des femmes pharmacologues spécialisées, spécialisées en l'usage criminel des substances. On est experts de santé publique. On est formés notamment grâce au collectif féministe contre le viol et violences sexistes et sexuelles, et aussi avec d'autres partenaires au psychotraumatisme, parce que quand on a un cancer, on aura son oncologue, et bien quand on a une solution chimique, on appelle un pharmacologue spécialisé. Donc, je vais passer, puisqu'on n'a plus tellement le temps. Donc, l'idée, c'est de dire que lors de ces appels, ils durent. Tu peux encore défiler, j'ai quelque chose. Encore. Voilà, tu peux t'arrêter. Un peu avant. Donc, quand on a encore la dépôt d'avant. Donc, quand ces appels, ils durent 1 heure, donc globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va
évidemment sensibiliser à ces... Enfin, on va déconstruire ces idées reçues qui sont très nombreuses, on repositionne toujours l'agression au centre, vous l'avez compris, et puis après on va orienter la victime en fonction de ses besoins, c'est-à-dire qu'elle a déposé plainte ou pas, on va essayer de conserver les éléments de preuve, ou du moins de l'orienter vers des dispositifs qui vont l'aider à le faire. Et effectivement, on peut avoir aussi des projets de recherche scientifique, c'est aussi le cas, et le collectif Mixte aussi nous oriente les victimes dans ce cadre, où par exemple je suis investigateur coordonnateur de l'étude GSC, GHB dans la soumission chimique nitoralité, où je prélève les cheveux des victimes, et donc c'est aux frais de la recherche, donc quitte à ce qu'elle nous aide à comprendre les modes opératoires, autant que ce soit à nos frais. Donc ensuite, tu peux passer à la diapo suivante, et encore suivante, voilà. Globalement, quand on s'articule avec le centre d'addictovigilance de Paris, quand moi j'ai un signalement, j'ai une substance qui est suspecte, qui est un agent de soumission chimique, je la déclare au centre d'addictovigilance de Paris, mais en fait on est au même endroit, c'est nous, on est tous bivalents, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, quand on la saisit dans notre base nationale d'addictovigilance, ça implémente automatiquement la base européenne, qui implémente automatiquement la base internationale de l'OMS. Donc quand on a un signalement, on peut remonter au plus haut niveau pour que tout le monde soit informé, et que le laboratoire compris. Ça va être la conclusion. Encore, parce que je suis plus bavarde, encore ça. Oui, on a chaud, hein. Ah c'est la torture pour moi, 10 minutes, c'est fou 10 minutes. Donc mais c'est fini, je vous le promets. Donc je voulais quand même arrêter sur la superbe affiche. Donc pour revenir à ça, c'est que merci d'avoir parlé de vulnérabilité chimique, je voudrais juste conclure là-dessus. Parce qu'on n'a pas créé le centre de référence sur la soumission chimique. On a créé le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances parce qu'elles comptent les victimes de vulnérabilité chimique. Et j'irai un tout petit peu plus loin que ce qui a été dit tout à l'heure parce que c'est très important de le dire. C'est un peu la mini-jupe d'aujourd'hui, hein, la victime de vulnérabilité chimique. J'ai envie de vous dire même mieux que ça. On ne peut pas gérer convenablement une victime de soumission chimique si on ne sait pas ce que c'est que la vulnérabilité chimique. Pour une raison toute simple, toute celle qui m'appelle suspecte des soumissions chimiques. Après, il n'y a que l'analyse toxicologique qui dira dans quelle des deux catégories elle se situe, parce que nous, on identifie des modes opératoires. Et comme elles ont tendance à être accrochées en pensant s'il m'a drogué, c'est sa faute, si je me suis drogué, c'est de la mienne, notre boulot est de leur dire tout de suite, quel que soit le résultat, ce n'est pas de votre faute, vous êtes légitime à faire toutes vos démarches. Et donc, encore une fois, ici, on parle d'un mode opératoire. Si on ne sait pas ce que c'est que la vulnérabilité chimique, vous savez que c'est 90% de celles qui suspectent une soumission chimique, vous ne savez pas gérer les victimes de soumission chimique. La vulnérabilité chimique, ça va de pair avec la soumission chimique, et le collectif féministe contre le viol, vous le savez bien avant les races, puisque dans la fiche, non seulement il parle de vulnérabilité chimique, mais en plus il parle de vulnérabilité chimique proactive et de prédation. Je te fais boire les jeux d'alcool, les jeux de cartes, etc.